les intentions des ténors du pouvoir s'épanchent plus vers le changement de la Constitution. Quelle est votre position? Dans tous les pays du monde, avant le changement ou la révision de la Constitution, il y a un débat. Les politiciens vont parler du changement de la Constitution. Mais nous, comme techniciens, la société civile, moi je ne parlerai pas de changement parce que la Constitution elle-même ne parle pas de changement. Okay. Elle parle de la révision. La révision qui peut être partielle comme totale. Okay. Vous voyez, donc quand on peut aller sur cette direction-là, il y a moyen de circonscrire les débats. Par rapport à la réalité actuelle du pays, qu'est-ce qu'il faudrait réviser dans cette Constitution? Mais je crois que cette Constitution, moi, humblement, la main sur mon cœur, je suis parmi les gens qui ont voté contre cette Constitution. Ok. J'ai voté contre cette Constitution parce que je n'étais pas convaincu de la démarche de cette Constitution. La réalité nous rattrape aujourd'hui. L'article 217 de la Constitution est tellement clair. La République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Okay. Ça veut dire quoi? Une partie du pays, de la souveraineté, peut être abandonnée au profit de l'unité africaine. Allez en croire. Voilà. Maintenant, quand je me pose la question, avec ces gens qui occupent des territoires, qui se considèrent déjà comme chez eux. Comme chez eux. Et avec la Constitution est là officielle. Voilà. Deuxièmement, vous avez suivi l'ancien président de la République par de la soudanisation. Vous avez à l'époque suivi M. Kagame dire qu'il a des terres qu'il doit récupérer au Congo. S'ils ont un chef de l'État ou un dirigeant de la RDC qui est favorable à leur logique, nous allons abandonner une partie du territoire de notre Selon la Constitution. C'est là ils vont fonder la demande de la Constitution, nous donne cette possibilité pour que la paix revienne dans la sous-région du Grand Lac. Prenez cette partie. Ceux qui parlent du changement de la Constitution, ça s'appelle coup d'État. Moi, je ne suis pas putschiste, je suis légaliste. Réviser la Constitution, selon vous, pourrait changer, ou certains articles de la Constitution pourraient changer le problème de l'Est du pays aujourd'hui? Je pense que la question qui se pose à l'Est n'est pas nécessairement liée à une constitution mauvaise ou bonne. Vous êtes sûr? Oui, mais ce n'est pas lié à une constitution mauvaise ou bonne. On a vu Goma tomber, Bukavu tomber après une déclaration en son temps du président de la République qui pouvait m'interdire, moi, garant de la nation. Vous vous en souvenez? Il était dans un débat. C'est juste après qu'on a vu ces grandes villes de la République tomber. Mais même ce que vous dites à le Goma là, mais Nanga prône le fédéralisme. Mais la Constitution n'a pas le fédéralisme. C'est qu'il parle aussi du changement de la Constitution. C'est un putschiste. J'ai dit que l'Église catholique a évolué, mais l'Église catholique parle de la refondation de l'État. Okay. On va refonder l'État avec cette Constitution ou changer cette Constitution. Les immigrants eux-mêmes ne connaissent pas la langue congolaise. Comment peuvent-ils cohabiter avec nous? Les immigrants eux-mêmes n'aiment pas rester au Congo, ils veulent rentrer chez eux. Parce que nous sommes loin d'être unis. Ils doivent rentrer chez eux. Mais pourquoi le Congo, vous les acceptez, vous? On les appelle là-bas irréguliers. Chez vous, vous voulez les rendre réguliers? Peut-être que Madame la Première ministre ne voulait pas communiquer les nationalités. Son attitude, comment ça peut s'expliquer? Soit qu'elle connaissait et ne voulait pas expliquer, ou elle ne voulait pas donner le nom. Soit que elle n'a pas été associée à ce débat autour de cet accord. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça, c'est une question qu'on pourra la poser un jour. Notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joa Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joa Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joa Palace votre nouveau chez vous.
Le pain qui vous immortalise. Moi, c'est congolaise. Débat autour du changement de la Constitution refait surface, chers internautes, mesdames et messieurs, surtout après cet appel à contribution du professeur André Mbata, qui a d'ailleurs soutenu que la démarche n'est concernée ou n'engageait en rien le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, moins encore l'Union sacrée, rumeur, affaire migrants expulsés des États-Unis. On en parle également sur ce plateau, surtout après ces rumeurs de l'arrivée de l'Afghan. On écoute la voix de la société civile. Mesdames et messieurs, sur ces plateaux, nous sommes avec le coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Chombela. C'est de lui qu'il s'agit, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup pour l'honneur. En tout cas, merci. Comment se porte la nouvelle société civile congolaise? Bon, elle se porte de la manière dont le pays se porte. C'est-à-dire? Le pays est malade. Donc, sa société civile aussi est malade. Une partie du pays est occupée. Pouvez-vous nous retrouver dans la joie quand nos compatriotes sont dans la nature? Nous ne sommes pas bien, en réalité. Nous vous avons vu faire une marche, d'ailleurs faire des appels ici et là pour lutter contre le manque d'électricité, surtout dans la province-ville capitale de Kinshasa. Où en êtes-vous? Mais c'est pour cette raison-là que je vous disais que nous sommes malades. La capitale nous donne l'impression d'être une capitale ingouvernée, où on ne sent pas le poids du gouvernement provincial, on ne sent pas le poids de l'Assemblée provinciale. L'insécurité, le kidnapping, les vols, la criminalité est en flèche dans la ville. Alors, on se pose la question, ces hommes, ces femmes, nous payons l'impôt et on le paye sur l'argent du contribuable congolais. Quelle qualité de service nous rendent? Okay. Et c'est là que nous touchons au problème de la SNEL. Et la régie des eaux aussi, il faut aller loin. La SNEL et la régie des eaux. Les deux entreprises semblent nous donner des services de mauvaise qualité. Okay. Pourquoi nous le disons? Nous payons ce que nous ne consommons pas. Okay. Et l'insécurité dans cette ville est en partie due au fait qu'il n'y a pas l'éclairage public. La SNEL perçoit sur chaque facture que les contribuables ou son client payent 1% des fonds qui sont alloués, affecté à l'hôtel de ville de Kinshasa, okay, qui a les prérogatives d'éclairer sur les voies publiques. Tout ce que nous pouvons voir sur nos artères, c'est des papillons, des jets de lumière qui ne nous servent pas. Et cet argent, et c'est presque chaque mois. Nous avions rencontré l'administration passée, on n'a pas toujours eu de solution. L'actuelle administration, nous l'avons encore rencontrée, on nous tourne en diversion. On ne sait pas nous dire la traçabilité et les mécanismes qui sont mis en place pour percevoir ces fonds, les transposer et que certains quartiers qui sont dans l'obscurité soient éclairés. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement quand vous arrivez? Mais ils ne disent rien. Quand nous sommes allés à la SNEL, ils nous ont dit que nous versons cet argent à l'hôtel de ville, ceux qui gèrent. On ne comprend pas comment ils ne jouent pas. Quand on va à l'hôtel de ville, on nous dit que la SNEL nous verse irrégulièrement. Quand on va chez la SNEL, on dit mais qu'ils vous montrent aussi irrégulièrement. Nous disons bon, d'accord, donne-nous le relevé d'une année de vos versements à l'hôtel de ville et nous on va chercher la traçabilité. Ça ne vient pas toujours. Et l'hôtel de ville, nous avions écrit, c'est le silence total. Voilà comment on gouverne un pays, on gouverne une capitale dans toute opacité, une complicité qu'on voit partout. Et ça ne peut pas nous faire du bien pour la communauté. Mais malgré cela, il ne faudrait pas fermer le bras, il faut continuer, persister, toucher là où ça peut bouger. Pour cette raison-là, nous sommes dans des phases pédagogiques. Il y a un groupe d'avocats qui est déjà en place. Pour toutes les factures que vous estimez que on vous les a envoyées, mais vous n'avez jamais ni de l'eau, ni de l'électricité. Là, c'est un appel à la population. Oui, c'est un appel, parce que si la population ne se lève pas, sinon on n'aura jamais un service de qualité. Nous ne demandons pas la population d'aller
tuer ou de casser les biens, mais nous demandons la population de réclamer ses droits. droits. Et nous sommes la voie pour canaliser leurs droits. Donc, elles peuvent, la population, elles peuvent venir avec toutes ces factures. Nous avons, s'il y a des dégâts qui ont été causés à cause de l'électricité, mais écoute, nous avons les avocats pour cette raison-là. En même temps, nous sommes dans la phase pédagogique de sensibiliser la population pour qu'elle puisse quand même posséder cette campagne. Et là, nous chuterons si des actions citoyennes, légales, reconnues et pacifiques par la Constitution de la République. Alors, nous ne pouvons pas le dévoiler maintenant. Okay. Il appartient à la SNEL de faire attention parce que nous sommes en train d'aller vers des actions citoyennes. On ne sait pas lequel, parce que nous le connaissons, mais eux, ils ne le connaissent pas. Alors, ça risque d'être quelque chose qui ne peut pas nous arranger. Mais nous sommes jusqu'ici à la phase pédagogique et de la recherche de la bonne information et de voir des solutions. Mais pour cette population qui vous suit actuellement, s'il faudrait récolter les factures payées et qui n'ont pas utilisées en quelque sorte parce qu'ils n'ont pas reçu d'électricité, où est-ce que cette population devrait déposer ces factures? Mais je pense que si ils viennent à cette chaîne, ils laissent la lettre, elle me parviendra. S'ils viennent à nos bureaux qui sont au rond-point qui pointe à Kassavoubou, vous demandez les bureaux de la nouvelle société civile congolaise. On vous indiquera habilités. Oui, ils viendront, ils déposeront leurs plaintes. Parce que les droits, on les appelle les droits de revendication, les droits socio-économiques de base. Nous avons ici un problème de l'accès à l'eau, de l'accès à l'électricité. Nous avons de l'insécurité dans la ville. On ne peut pas continuer éternellement à se plaindre chaque dimanche aller à l'église croyant que Dieu va descendre du ciel pour nous donner ces droits-là. Il y a des hommes et des femmes qui sont payés chaque mois et régulièrement pour nous faire bénéficier de ces droits-là, qui ne font pas leur travail. Nous devons nous lever contre eux, parce que le moment est venu. Nous avons utilisé toutes les voies diplomatiques, toutes les voies qui peuvent nous faire chuter. Maintenant, nous sommes sur la voie de recourir aux actions citoyennes. Et les actions citoyennes, comme je vous ai dit, je me réserve de les citer ici, par souci de stratégie, mais elles seront une surprise pour ces autorités qui n'ont pas des oreilles ou qui ont des oreilles pour ne pas entendre. Avec cette problématique des taxes, d'ailleurs, des taxes déjà payées, on en parle également. Mais on ne peut pas quand même. La situation routière. C'est illégal, c'est illégitime même, percevoir l'argent de quelqu'un que vous n'avez pas fourni un service. C'est anormal dans un pays qui se veut un état de droit. C'est anormal, on ne peut pas continuer de cette manière-là. Vous ne fournissez pas l'eau, mais vous envoyez des factures. Vous ne fournissez pas l'électricité, vous envoyez des factures. Vous menacez et même vous menacez même vos agents. En cas du retard de paiement. La SNEL est le pire des entreprises. Sur le terrain, il y a des gens qui l'appellent des journaliers, qui ne sont même pas engagés, mais qui sont dans l'outil de l'État. Ça, c'est quel État nous avons? Oui, ça. Donc, c'est pire des choses que nous subissons. Il faudrait faire un recyclage où il faut insister sur le suivi, mais... Lorsqu'on est incapable de fournir les services et qu'on vous a donné mission, la moindre des choses, c'est de démissionner. Parce qu'il y a d'autres Congolais qui peuvent relever cette entreprise. On était avec l'un qui est parti, l'autre actuellement, je parle de Teddy, qui, selon vous, est également incompétent. Mais je n'ai pas un problème d'incompétence. Moi, je ne suis pas dans la qualification des gens et des gens. Okay. Je suis dans le domaine des services qui doivent nous fournir, qui ne viennent pas. Okay. C'est ces services-là qui ne viennent pas. Maintenant, ceux qui les choisissent savent quels critères. Parce qu'en les choisissant, ils savent qu'ils sont compétents. Okay. Maintenant, quand ils nous rendent, nous saurons comment la qualité des services qu'ils nous donnent. Nous n'avons pas l'électricité. Il y a des quartiers qui passent. Ou bien il faut dire que les problèmes ne viennent pas directement des directeurs généraux, Mais de toute façon, celui qui est le responsable politique et l'administrateur même de cette entreprise, il n'a qu'à répondre. Et les députés nationaux sont où? Où sont passés les députés provinciaux? Les députés nationaux? Où sont passés les sénateurs? Moi, je ne suis pas sénateur. Moi, je ne suis pas député national. Je ne suis qu'un simple citoyen qui est victime. Je parle ici au nom des victimes. Okay. De tous ces services de mauvaise qualité qui nous sont rendus par ces deux entreprises. Donc, nous ne pouvons pas continuer éternellement. Et les députés qui sont payés sur l'argent des contribuables, tous, ils ne parlent pas, ils ne s'intéressent pas, ils vivent avec nous dans le même quartier parce qu'ils ont des panneaux, ils ont des groupes électrogènes, mais les petits citoyens ici, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, pour nous, nous estimons que c'est injuste. Si vous ne parlez pas à votre nom, vous seul, personne ne le fera. Donc, pour nous, ce n'est pas une faveur, c'est un droit, nous devons le bénéficier. Merci bien. Monsieur Jonas Tchombela, on va entrer directement dans le cœur du débat. Comme vous le savez, les débats
Actuellement, c'est autour du changement ou révision de cette constitution de 2006, d'ailleurs, selon les intentions des ténors du pouvoir, on se penche plus vers le changement de la constitution. Quelle est votre position? Il n'y a pas de problème de position. Moi, je ne comprends pas. Comment les gens sont tombés dans une psychose, les gens sont traumatisés lorsqu'on parle des changements ou révision de la Constitution, comme si c'était un document, même celui qui vient de Dieu. C'est-à-dire la Bible elle-même. J'ai entendu un acteur politique dire que c'est qu'on ne peut pas changer, c'est la Bible. La Bible a été changée, il y a beaucoup de versions. La Bible. Il y a beaucoup de versions. Darby, Bible de Jérusalem, Bible de Louis II. Il y a plein de trucs. Là, quand vous lisez, il n'y a pas concordance. Même certaines prières, j'ai suivi que même la prière de notre Père a tout été changé. Déjà, ce qu'on suppose venir de Dieu est changé. Et ce qui est fait par les hommes, qui sont imparfaits du reste. C'est-à-dire ça peut se changer à tout moment. On ne ça veut pas, dire quoi? Sur base de quelle réalité? Je voudrais maintenant... J'ai d'abord planté ce décor pour casser les traumatismes qui sont dans les gens, pour casser la psychose qui sont dans les gens. Quand on parle de la révision ou changement de la condition, les gens paniquent. Ça ne devait pas paniquer personne. Dans tous les pays du monde, avant le changement ou la révision de la Constitution, il y a un débat. Et là, nous sommes dans la période de débat. Les tenants de changement ou révision de la Constitution avancent des arguments. Les tenants de la non-révision ou changement de la Constitution avancent aussi leurs arguments. C'est de cet équilibre, de ce débat, que naîtra le consensus sur lequel l'opinion publique peut se fonder. Sur la démarche de l'un et de l'autre. Maintenant, ça ne devait pas être un problème de personne. Parce que quand on invite les personnes dans ce débat, ça devient un débat biaisé. Donc, à ce stade, moi, je relativise. Je comprends que le débat, en ce moment, il est normal. Je sais que les gens qui sont au pouvoir estiment qu'il faut... Bon, tout dépend aussi. Parce que ceux qui parlent sur certains politiciens, les politiciens parlent là du changement de la Constitution, que ce soit de l'opposition comme de la majorité, les politiciens vont parler du changement de la Constitution. Mais nous, comme techniciens, la société civile, moi je ne parlerai pas de changement parce que la Constitution elle-même ne parle pas de changement. Elle parle de la révision. La révision qui peut être partielle comme totale. Voyez, donc quand on peut aller sur cette direction-là, il y a moyen de circonscrire les débats. Mais entrer dans ce débat, changement ou révision de la Constitution, je n'entre pas dans ce débat-là. J'entre dans ce qui est légal, ce qui est reconnu par la Constitution, révision de la Constitution. Voilà ce que moi je peux dire à ce stade pour quand même casser cette psychose qu'on voit dans l'opinion et les agitations. Par rapport à la réalité actuelle du pays, qu'est-ce qu'il faudrait réviser dans cette Constitution pour changer? Je crois que cette Constitution, moi, humblement, la main sur mon cœur, je suis parmi les gens qui ont voté contre cette Constitution. J'ai voté contre cette Constitution parce que je n'étais pas convaincu de la démarche de cette Constitution. La réalité nous rattrape aujourd'hui. La réalité nous rattrape aujourd'hui. Je ne suis pas aussi venu sur ce plateau pour orienter les gens. Mais je suis venu pour apporter ce que je pense. Allez-y. Ce que je pense. Qu'est-ce qu'on doit changer dans la Constitution? Parce qu'on parle de changement de la Constitution. Il faudra aussi que ceux qui pensent qu'on ne peut pas revoir, parce que moi je ne veux pas emprunter le terme de changement, je reste sur le terme révision. Alors ceux qui ne veulent pas qu'on puisse revoir certaines dispositions de la Constitution, certaines dispositions de la Constitution n'ont qu'à nous donner des arguments. Mais ceux qui pensent qu'il faut revoir cette Constitution objectivement, en dehors des personnalités qui animent le pays, quand nous allons par exemple à l'article 51 de la Constitution. L'article 51 de la Constitution dit ceci. Allez-y. Je le lis. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique, harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Nous avons beaucoup de tribus dans notre pays, c'est 450. Plus ou moins. L'article à l'alinéa 2, il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes ces minorités. Lorsqu'on observe notre pays,
lorsqu'on observe le nombre de tribus, je me pose la question, quelle est la tribu qui est majoritaire? Je ne vois pas ça. Je ne vois pas une tribu majoritaire. Ça, c'est un piège dans la Constitution. Rentrons pour bien comprendre cet article à l'article 4. Allez-y. L'article 4 ici. Des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par le démembrement ou par regroupement dans des conditions fixées par la Constitution ou par la loi. Voyez-vous le piège? C'est quoi? Il y a aujourd'hui les gens qui sont arrivés au pouvoir depuis que la Constitution a été promulguée. On a créé tout un territoire qui s'appelle Minembwe. Ok. Minembwe, parce qu'ils ont fondé cette démarche sur l'article 4 pour créer une certaine tribu qui s'appelle les Banyamulenge. Ce qui n'est pas mauvais. Maintenant, cette constitution dit qu'on doit protéger cette minorité-là. Il se crée une minorité artificielle en se fondant sur notre propre constitution, des pièges qui sont mis dans la constitution. C'est une minorité artificielle parce que le Congo a existé depuis plusieurs années. Il n'y a jamais une tribu qui est supérieure à une autre. Si on devrait revoir, ça devait aller dans quel sens? Extirper tout ce qui stigmatise ou qui donne la possibilité de se faire stigmatiser. Oui, ils donnent l'impression d'être vulnérables. C'est maintenant, ils profitent de ces dispositions pour dire nous sommes minoritaires, nous n'avons pas de terre, nous n'avons pas de territoire, pendant qu'ils portent l'agenda qui n'a rien à faire avec l'ensemble du Congo. Parce que nous cohabitons avec ces gens en morphologie Tutsi sans problème. C'est nos frères par moment. C'est nos frères. D'ailleurs, le président de la République l'a dit. Oui, c'est nos frères. Parce qu'il y en a qui sont dans la gouvernance de la République. On n'a jamais eu de problème, mais il se crée un problème en fondant cette démarche. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? C'est ce que nous allons voir à l'article 217. L'article 217 de la Constitution est tellement clair. La République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ça veut dire quoi? Une partie du pays, de la souveraineté, peut être abandonnée au profit de l'unité africaine. Allez en croire. Voilà. Maintenant, quand je me pose la question, avec ces gens qui occupent des territoires, qui se considèrent déjà comme chez eux. Comme chez eux. Et avec la Constitution rend cela officiel. Voilà. Deuxièmement, vous avez suivi l'ancien président de la République par de la soudanisation. Vous avez à l'époque suivi M. Kagame dire qu'il a des terres qu'il doit récupérer au Congo. S'ils ont un chef de l'État ou un dirigeant de la RDC qui est favorable à leur logique, nous allons abandonner une partie du territoire de notre Selon la Constitution. C'est là où ils vont fonder la demande de la Constitution, nous donne cette possibilité pour que la paix revienne dans la sous-région du Grand Lac. Prenez cette partie. Il faut déjà mieux vaut prévenir que guérir. Donc, en croire Jonas Tchombela, il faudrait revoir l'article 217, l'article 14 et 51 de la Constitution, question de sécuriser ou garder l'intégrité territoriale. Et il faut avancer même. Nous pouvons aller à l'article 10 qui parle de nationalité. Je peux encore lire. Il y a beaucoup de choses, mais la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Vous savez, la réalité, elle est quoi? Nous avons des gens qui ont de multiples nationalités dans notre pays. C'est une réalité qu'on ne peut pas échapper. Pourquoi alors ne pas changer cette disposition pour la rendre réellement ce que nous sommes? L'adapter au contexte que nous sommes. Quand vous allez au Parlement là-bas, une bonne partie, c'est des gens qui ont de doubles nationalités. Quand vous allez au gouvernement, ce n'est pas quelque chose à se cacher la face. Donc, de qui on se moque? On se trompe de qui? Donc, ça c'est un. Le problème de la Constitution est plus discuté par les politiques, par des calculs politiciens. Vous voyez ça? Ils parlent, quand parce que ceux qui disent que nous voulons changer la Constitution. Mais on parlait avec les intellectuels. Mais, moi je pense, c'est pourquoi d'ailleurs je lance un appel sans couleur politique aux grands constitutionnalistes de la République. Parce que cette question de révision
comme je l'ai dit, je n'en tombe pas dans le piège des changements. La révision de la Constitution, un consensus est là, il est déjà dans la Constitution et il dit qui peut prendre l'initiative de revoir la Constitution. C'est un consensus déjà. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont de la compétence dans les domaines, qui ont déjà parlé. Paix à son âme, le professeur Moukadi Bona. Il est déjà mort. Au lendemain de la promulgation de cette Constitution, lui avait déjà prédit ce qui nous arrive aujourd'hui. Qui l'a suivi? Parce que les Congolais ne lisent pas. Ok. Le professeur Bochab, il est vivant. Il a écrit même tout un livre quand il parlait de la Constitution de la République, des changements de la Constitution de la République. Personne ne le croyait. Mais il est vivant. Il dit même que le débat de la révision de la Constitution devient inévitable. Et lui, il est dans la logique. Comme juriste averti, il parle pas de changement. Sans voir les individus. Oui, oui, sans voir les individus. Il parle, ce débat-là devient inévitable. Quand vous voyez le professeur Kalouba, il vous parle même de l'article 220 qui pose d'autres problèmes, qu'il est verrouillé, qu'il a des matières verrouillées. Il dit, mais l'article lui-même n'est pas verrouillé. Ok. Ça veut dire qu'on peut y ajuster des choses. Parce que l'article contient des matières non verrouillées. Mais l'article lui-même, est-ce qu'il est protégé? Il n'est pas protégé. Ça, c'est des scientifiques de ce pays. Donc, je ne vais pas aller dans la direction pour... j'ai évoqué les cas des scientifiques de notre pays avérés, reconnus, qui ont déjà parlé des problèmes de cette constitution. Donc, la manipulation politicienne, maintenant, nous fait tomber dans le piège. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est une priorité pour nous de changer la constitution? Ça, c'était notre débat. Ok. Même ceux qui prônent la révision... Ce qui est aussi une réalité. C'est une réalité. Même ceux qui prônent la révision ou le changement de la constitution, comme ceux qui prônent le non-changement et non-révision, ils savent tous que le débat est inévitable et que nous sommes tous en guerre. On n'est pas fous quand même pour aller plonger, créer encore une autre crise. Ce sont des débats qui sont montés en amont pour qu'on se fasse une idée comment nous en sortir dans une situation comme celle-ci. De deux, nous sommes sous un état de siège. Une partie du pays est sous état de siège. On ne peut pas revoir ça. Vous pensez que ceux qui prônent le changement ou la révision sont fous? Vous pensez que ceux qui prônent la non-révision... Non, le débat doit s'installer pour nous éclairer. Pas le débat aller sur des... Mais est-ce que c'est les moments appropriés? Parce qu'il faut le dire. La réalité est que le pays est en guerre. La réalité est qu'il y a certains Congolais qui se retrouvent aussi du côté de l'ennemi. Il faut le reconnaître. Maintenant, j'en arrive. Mais si on mettait les débats sur table, cela n'amènerait pas encore le pays dans le fond, dans la profondeur de la crise. L'histoire de la soudanisation est venue après ces débats du changement ou révision de la Constitution. Coordonnateur Jonas Tchobi. Vous savez à quel moment on peut changer la Constitution ou on peut la revoir. Ceux qui parlent du changement de la Constitution, ça s'appelle coup d'État. Moi, je ne suis pas putschiste, je suis légaliste. Okay. Maintenant, à quel moment on peut revoir la Constitution? Ou à quel moment on ne peut pas la revoir? C'est ça le débat. Ok. Vous voyez ça? Donc, il n'y a pas, la Constitution ne prévoit pas à quel moment ce débat-là peut se déclencher. C'est à tout moment. C'est le bon sens qui peut nous faire exploiter l'analyse du contexte dans lequel nous sommes. Comment nous faire pour que ce que nous posons comme problème ne crée pas d'autres problèmes. Okay. Ça, c'est le bon sens. Okay. Moi, j'ai salué la position de l'Église catholique qui a beaucoup évolué. L'Église catholique parle pourvu qu'on ait la Constitution part de la révision, pourvu qu'on ait un consensus. Mais le consensus ne peut pas venir sans débat. Okay. Donc, moi, je suis sur ce plateau pour défendre les débats sur la révision ou la non-révision de la Constitution. Parce que je pense que c'est un bon débat qui doit nous éclairer sur les options à prendre. Qui pourra aussi nous épargner de cette histoire de soudanisation ou pas. Voilà. Voilà tout ce débat-là. Maintenant, commencer à venir ici, c'est le moment opportun.
il y aura toujours un Congolais à la tête de ce pays à un certain moment donné de l'histoire. On parlera toujours de la révision de la Constitution. Mais c'est un des calculs de politiciens qui estiment que c'est ça qu'il faut quand même creuser, aller plus loin. J'ai suivi le professeur Chilumbai ce matin sur une radio internationale. Je ne sais pas faire de publicité ici. Okay. Il est en train de on lui pose la question, est-ce que on soupçonne que le président Tshisekedi veut briguer un 3e mandat? Mais je me pose, moi, si j'étais lui, j'allais répondre, mais si la Constitution est changée, et que ça lui donne cette possibilité, ça doit aussi le donner à Kabila. Ok. Parce que c'est un ancien président aussi. Okay. Ça lui donne aussi la possibilité. Parce que là, tout tombe. Oui, et tout tombe. Ça veut dire que la révision de l'actuelle constitution ne profite pas seulement, si ça pouvait profiter à Tshisekedi, ça profite aussi à d'autres anciens président dont l'un est en vie, M. Kabila. Et qui vous dit garantit que quand automatiquement, lui, il devient candidat et automatiquement, il sera élu. Qui vous dit ça? Donc, il y a tout un débat autour de ça. Maintenant, ça s'appelle le débat d'intention. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans les intentions des gens. Donc, cherchons un débat équilibré qui crée les conditions de paix, qui crée les conditions de trouver un consensus qui peut nous amener à stabiliser la gouvernance de la République. Puisque nous parlons de réalité, M. Jonas Chombela, comment jugez-vous l'idée selon laquelle Félix Tshisekedi est là pour une mission et pour un mandat? Non, je n'entre pas dans ce débat-là. Moi, je n'ai pas entendu ça de M. Tshisekedi. Donc, je n'ai pas entendu ça. Lui, il a un programme que j'ai connu, que je lis. Je le juge sur base du programme, mais je ne juge pas sur les intentions des gens et des uns et des autres. Réviser la Constitution, selon vous, pourrait changer, ou certains articles de la Constitution pourraient changer le problème de l'Est du pays aujourd'hui? Je pense que la question qui se pose à l'Est n'est pas nécessairement liée à une Constitution mauvaise ou bonne. Vous êtes sûr? Oui, mais ce n'est pas lié à une question mauvaise. On a vu Goma tomber, Bukavu tomber après une déclaration en son temps du président de la République qui pouvait m'interdire, moi, garant de la nation. Vous vous en souvenez? Il était dans un débat. C'est juste après qu'on a vu ces grandes villes de la République tomber. Mais même ce que vous dites à le Goma, là, mais Nanga prône le fédéralisme. Mais la Constitution n'a pas le fédéralisme. C'est qu'il parle aussi du changement de la Constitution. C'est un putschiste. J'ai dit que l'Église catholique a évolué, mais l'Église catholique parle de la refondation de l'État. Okay. On va refonder l'État avec cette constitution ou changer cette constitution. Oui, allons dans la logique. Donc, le problème de l'Est de la République, c'est un problème qui dépasse largement même la question de la constitution. Parce que c'est un problème d'un pays instrumentalisé par de grandes puissances pour piller nos richesses et occuper nos territoires. C'est connu de tous. Ce n'est plus même un problème. Lui-même, Kagame le reconnaît. Nanga lui-même le reconnaît. Ce n'est pas un problème que nous devons encore discuter. Ils savent qu'ils occupent illégalement un autre pays en violation des droits internationaux. Même à ce niveau du débat, même quand lui-même, Kagame, reconnaît être sur la défensive, on doit penser toujours de la même manière. Vous savez, le professeur Ekofo, il est encore en vie, il est de l'Église du Christ au Congo, a dit un jour que tôt ou tard, même pas nous, même nos enfants, nos territoires seront récupérés. Et moi, j'ai foi en cet homme de Dieu. Et je crois aussi la période que Kagame, quand on observe, il faut lire les signes du temps. Kagame, à un certain moment donné, c'était le chouchou de la communauté internationale. Maintenant, il est devenu le diable. Il est devenu le diable de la communauté internationale. C'est pourquoi, quand vous parlez tout à l'heure des grandes puissances, je vous ai dit par rapport à la réalité. Voilà pourquoi je vous dis que... On devait penser autrement. Je vous dis ceci. Ce que Kagame a fait sur le sol congolais. D'ailleurs, vous avez toute une partie que vous avez réservée à cette émission sur les immigrants. Ok. Ça cause aussi de la naïveté des dirigeants congolais. C'est-à-dire? En 1994, nous avons ouvert nos frontières pour faire entrer sur notre sol les hommes et les femmes, armés, toujours avec la complicité de la communauté internationale. Ils sont entrés sur notre sol. Aujourd'hui, est-ce que vous savez le bilan? Le Congo a près de 10 millions de morts, 7 millions de déplacés,
des provinces occupées illégalement par une armée étrangère, des camps de réfugiés bombardés, des villages brûlés, des hôpitaux brûlés à cause de l'hospitalité congolaise. Est-ce que nous avons tiré des leçons? Ok. On n'a pas tiré des leçons. On n'a pas tiré des leçons. Donc vous donnez raison aux Congolais qui s'inquiètent sur cette question des migrants, de l'accueil de migrants expulsés des États-Unis. Je suis parmi les premiers d'entre eux qui sont inquiets quand les hommes entrent sur notre sol dans des conditions illicites, des accords. Encore une fois, sur cette radio ce matin, je suivais un reportage. Les immigrants eux-mêmes ne connaissent pas la langue congolaise. Comment peuvent-ils cohabiter avec nous? Les immigrants eux-mêmes n'aiment pas rester au Congo, ils veulent rentrer chez eux. Parce que nous sommes loin d'être réunis. Ils doivent rentrer chez eux. Mais pourquoi le Congo, vous les acceptez, vous? On les appelle là-bas irréguliers. Chez vous, vous voulez les rendre réguliers? C'est une aberration. Et ils sont intolérés là-bas, irréguliers là-bas. Donc, ici, c'est la poubelle d'expérimentation de la politique publique migratoire américaine ou quoi? Nous ne sommes pas un laboratoire ou bien le cobaye des tests. Et surtout qu'on n'arrive même pas à les identifier, parce que vous avez suivi la première ministre, il faut le dire, Judith Suminwa Tuluka sur les antennes internationaux. On ne sait pas les identifier en fait. Des hypothèses. Soit que madame la première ministre ne voulait pas communiquer les nationalités, elle le connaissait. Soit que le circuit de négociation de cet accord, elle n'a pas été dedans. C'est ce que vous avez compris. Je dis que ce sont des hypothèses. Je ne certifie pas cela. Je spécule. Son attitude, comment ça peut s'expliquer? Soit qu'elle connaissait et ne voulait pas expliquer, ou elle ne voulait pas donner le nom. Soit que elle n'a pas été associée à ce débat autour de cet accord, ce qui fait qu'une certaine information l'a échappé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça, c'est une question qu'on pourra la poser un jour. Parce que qui devra vraiment fixer l'opinion quant à ce? C'est elle? Ça, nous poserons cette question un jour pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Je crois que... On va poser... Madame la Première ministre, vous savez, le problème... lorsque vous avez des services de communication, il faut bien le travailler. La communication n'est pas seulement qu'on communique pour vous, mais c'est aussi vous qui communiquez et que vous sachiez qu'est-ce que vous communiquez. Donc, je crois que si moi j'étais elle, tous les services de communication autour de moi allaient être mis dehors. Parce qu'on suppose que derrière elle, il y a une équipe de communication qui était là. Si moi j'étais elle, je les mets tous dehors. C'est l'équipe ou c'est elle, par exemple? Si moi j'étais elle, je les mets tous dehors pour aller vers les professionnels qui peuvent m'aider à faire bien le travail de la nation. C'est comme ça que vous avez traité cette question? Moi, je la comprends comme telle. Maintenant, je n'accepte pas le débordement de ce qui découle de... C'est un petit quoi qui peut arriver à tout le monde, qui peut m'arriver aussi moi. Je ne dis pas que je suis parfait. Couac, oui, mais non négligeable. Oui, ça va, on comprend. C'est tout à fait normal que ça arrive. Tout homme, elle est imparfaite comme moi. Alors, commencer à l'insulter, là, c'est immoral. Et ça, c'est insupportable. Je n'accepterai jamais qu'on insulte la femme congolaise parce qu'elle a commis une faute. Que toi aussi, tu peux commettre. Donc, non, je pense que à ce point, je crois que ce sont des choses qui arrivent, des ratés de certaines communications, mais qu'on ne devait pas quand même l'insulter et pas jusque dans des intimités. Là, je suis d'accord. Non, ça c'est immoral. Je ne peux pas tolérer ça. Et puis, des gens qui se réclament des communicateurs de la plus haute personnalité du pays. Ça, c'est quelle image ce monsieur veut passer. Donc, c'est dangereux. Non, nous n'accepterons plus. Les fautes sont commises par tout le monde. Elles ont les manières d'être corrigées. La bonne manière de corriger, c'est de redonner la bonne information, c'est tout. Mais selon vous, l'accord prévoit un séjour temporaire et un encadrement concrètement. Quel est le statut juridique que la République démocratique du Congo donne à ces personnes? Mais c'est l'accord-là qui est le fondement de leur démarche. Vous savez, qui reste à illicite, on ne l'a jamais lu, il est toujours secret. Les immigrants eux-mêmes n'aimaient pas venir au Congo. Ils n'ont jamais demandé de venir au Congo. Les immigrants eux-mêmes, ils n'ont jamais demandé de venir au Congo. Le grand problème, c'est notre pays, ce n'est pas parce que nous sommes en discussion avec les États-Unis. Là, vous parlez de 15 qui sont arrivés. Hein? Oui. Mais il y a encore 1100... Il y a des rumeurs d'ailleurs qui parlent de l'arrivée des Afghans. 1100 Afghans
qui ont aidé les États-Unis quand ils étaient dans le bourbier afghan, qu'ils ont aidé même au prix de leur vie. Aujourd'hui, on les rejette comme des chiffons. Qui vous dit demain que les États-Unis ne vont pas nous jeter aussi comme des chiffons? Pourquoi nous ne tirons pas des leçons de ce qui arrive aujourd'hui? Parce qu'il faut dire, les affaires de l'État, ce sont des intérêts. Mais quel intérêt de la République démocratique du Congo? Non, c'est ça que je pense que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, peut-être nous éclairera l'intérêt que la RDC tire de cette opération. J'ai suivi quelqu'un, je ne sais pas s'il est proche de la majorité, qui dit que nous devons aussi contribuer au nom de la solidarité internationale, contribuer à les assister. Même quand on crée des bombes. Maintenant, on nous dit qu'ils sont temporairement au Congo. Les reportages que j'ai suivis ce matin disent que ou vous allez rester au Congo, ou vous rentrez chez vous. Pourtant, chez eux, ils se sont sentis en insécurité pour ne pas rester, voilà, pour aller demander l'asile ailleurs. Alors, maintenant, rester au Congo, et les dirigeants congolais nous parlent qu'ils sont ici provisoirement. Déjà une première contradiction. Et même disent qu'on les a dit que ou vous restez au Congo, ou vous rentrez chez vous. Mais le gouvernement congolais nous dit qu'ils sont temporairement au Congo. Pendant combien de temps? Ils vont communiquer avec qui? On les a interdit même de sortir. On cachait. On connaît là où ils sont. Moi, dimanche, j'étais là-bas. On connaît là où ils sont. Comment nous allons communiquer avec eux? Au nom de cette solidarité-là. Il y a déjà un problème. Vous allez utiliser quelle langue? Qu'est-ce que tu pouvais faire? Je ne connais même pas parler ni le portugais, ni l'anglais, ni le français que nous parlons. Est-ce que d'abord, ils auront accès à un avocat ou un juge en cas de renvoi ou bien réclamation de quoi que ce soit? Ça, c'est le gouvernement congolais. Voilà pourquoi nous disons on n'a pas tiré des leçons de ce qui nous est arrivé en 1994. On n'a pas tiré des leçons, ce que les Afghans ont rendu aux Américains au prix de leur vie. Aujourd'hui, ils sont abandonnés. Il y a même un conseiller de la Maison-Blanche, de l'ancienne administration, qui dit que ces hommes et ces femmes ont été bien checkés, mais les abandonner aujourd'hui, c'est manquer à remplir nos engagements. Ça, c'est les États-Unis qui manquent à leurs engagements. Et vous demandez à la RDC, qui vous dit que demain, quand ce sera notre problème, les Américains ne vont pas nous abandonner? Et puis certains aillent même loin pour se poser la question de savoir, mais aujourd'hui, si Trump partait, que deviendraient tous ces accords? Bon, c'est tout ce que nous nous posons. Ça dépend. Vous savez, les Américains, dans la globalité, ils ont une politique internationale presque proche, que ce soit républicain ou démocrate. S'ils trouvent qu'il y a réellement intérêt des Américains, ils vont poursuivre la politique. Ça, c'est une hypothèse. Mais au cas où ils ne suivaient pas cette politique, quelle est l'hypothèse? Quel est le schéma B que la RDC préconise? Ça, on ne peut pas, ce n'est pas à moi de répondre. C'est le gouvernement de répondre. Au cas où l'administration Trump partait et que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est remis en cause, que deviendra la RDC après? C'est toute la difficulté. Je crois que dans les hauts lieux des décideurs de la République, certaines réflexions sont possibles. Mais en termes d'appel, s'il faudrait lancer un appel aujourd'hui à ce gouvernement congolais, que diriez-vous quant à cette question de... Moi, je pense au gouvernement congolais, pour moi, c'est une faute politique qu'ils ont commise pour n'avoir pas tiré des leçons de tout ce que nous avons reçu dans notre pays comme des migrants. Alors, maintenant, comment corriger cette faute? Nous avions dit à notre gouvernement d'associer dans le dispositif d'accueil qui suit ces immigrants la société civile pour être l'œil de la population. Le gouvernement doit publier l'accord pour nous permettre de suivre les partis, à quoi ils se sont engagés, à quoi ils se sont engagés et comment cela est tenté de se réaliser. Pour nous permettre, nous, la partie congolaise, de voir aussi qu'est-ce qui peut être profitable pour le Congo dans cette opération. Voilà tout ce que nous demandons à notre gouvernement. Parce qu'ils sont déjà là. Nous ne pouvons pas aussi aller les attaquer. Mais nous pouvons corriger quand même le dispositif.
Là, le gouvernement est resté silencieux. Je réitère encore cet appel à votre micro. Ou à la limite, soumettre aussi la question au Parlement, par exemple, pour plus d'éclairage. Moi, je ne fais pas confiance au Parlement, malheureusement. Je venais de vous parler de la SNEL, si le Parlement est là. Mais non. Donc, malheureusement, moi, je n'ai pas foi à notre Parlement. Je n'ai pas confiance à ces parlementaires, que ce soit provinciaux comme nationaux. Leurs intérêts, c'est ce qui les préoccupe, et leur survie politique. Mais quand ceux qui bardent au niveau de la population, vous avez vu comment ils se battent. Donc, moi, je ne fais pas beaucoup confiance. Hein. Ils doivent m'excuser, c'est mes frères, mais je n'ai pas de choix. C'est mon appréciation de votre action. Vous êtes plus sur les actions politiques que sur les actions à l'intérêt, en faveur de la population. Et vous nous trompez toujours tout le temps quand vous avez des vacances parlementaires dans des bars, des réunions inutiles. Et on ne voit pas. Moi, je connais même un député de chez moi. Il n'a jamais me posé une question. Pas même une question. Je ne l'ai jamais entendu. Je ne le connais même pas. Pourtant, il y a des préoccupations. Des ponts. Nous avons des ponts, des routes, de l'eau potable. Là même, c'est presque... Bon, que Dieu le pardonne. Je pense qu'un parlementaire, c'est quelqu'un qui porte la voix, qui porte les besoins de ceux qui l'ont élu. Tout à fait. Même si ça ne se réalise pas, mais que ça soit dit. Un jour, ça sera pris en charge. Mais il y en a qui ne parlent pas. Bon, on comprend dans quelles conditions il était élu. C'est ça le problème aussi. Processus de Doha, on en parle. M. Jonas Chombela, ce processus a été déporté en Suisse. Pensez-vous que cette fois-ci, le gouvernement congolais pourrait trouver des accords, pouvait s'entendre avec l'AFC M23 sur cette question, avec cette histoire de cesser les feux? Vous y croyez? Je ne crois même pas ce processus de Doha. Depuis qu'ils ont fait plusieurs mois, Doha, maintenant ils sont en Suisse, je ne sais pas, demain ils seront en Djibouti ou je ne sais pas dans quel autre pays. Quel est le résultat palpable? La démarche ne vous convainc pas? Ça ne me convainc même pas. Le pays est toujours sous occupation. La population souffre toujours. On va en Suisse pour négocier l'aide humanitaire. Tous les deux camps se réclament être des Congolais. L'aide humanitaire pour aider d'autres Congolais. Ça ne devait même pas faire objet de négociations. C'est automatique. Donc le vrai problème, c'est l'occupation. C'est automatique. Mais quand on discute comment créer des couloirs d'aide humanitaire, comment ouvrir l'aéroport de Goma, c'est comme si nous discutons avec un autre pays alors que nous discutons avec notre propre pays. Moi, j'ai dit au président Tshisekedi, je profite de votre micro, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, la solution, elle ne viendra que du Congo. Et cette solution-là, pour les cas de Goma et de Bukavu et tout ce qui est occupé illégalement par l'armée rwandaise, la solution c'est qu'il faut forcer ces gens à quitter notre sol par force. Du coup, il faut prendre au sérieux cette alerte de Joseph Kabila de soudanisation. Mais je crois que le gars a dit des choses très dangereuses. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le Soudan est devenu deux pays. Donc la RDC deviendra deux pays. Vous avez évoqué même en termes de négociations. Voilà. Les choses se font comme si on parlait des deux pays. Pourtant, c'est un seul pays. Vous voyez déjà ça? D'ailleurs, le fait de discuter avec eux, laissez-nous, nous allons libérer les prisonniers, vous aussi libérer les prisonniers, c'est comme si vous les légitimez. Ok. C'est comme si on les donne une certaine légitimité. Ils ont le droit de faire ça. Non! C'est là où je suis scandalisé. Parce que, encore une fois, notre gouvernement ne nous écoute pas. Comment voulez-vous qu'on puisse aller discuter avec ces gens comme ça? Et puis, quand on exige, ils discutent à deux. Après, quand ça barde, ils viennent prendre le peuple à témoin. Mais nous avons dit à vos négociations-là, associez aussi les acteurs de la société civile. Pour que nous soyons témoins de ce que vous dites. Mais quand ça barde, vous revenez à la population. Ça ne va pas avec cette approche-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire quant à ce? Pour le moment, ils ont discuté, le cessez-le-feu n'a jamais été respecté. Quand ils décident de cesser, depuis Nairobi, Angola, Doha, maintenant c'est la Suisse, prochainement je ne sais pas quel autre pays, cessez-le-feu, cessez-le-feu, cessez-le-feu. C'est le même discours avec les mêmes acteurs. Un travail important est en train de se faire, peut-être qu'il ne se dit pas sur la place publique. Ces hommes et ces femmes, ces marionnettes de l'AFC M23,
qui travaille sur les intérêts rwandais, le gouvernement actuel, la ligne rouge est connue de tous les Congolais. Il n'y a pas mixage, il n'y a pas intégration. Il y a justice, il y a réparation. Et ça, c'est la base de toute discussion. Si la société civile nous exige notre présence, c'est pour aller le dire clairement. Je profite de votre micro. Il n'y a pas... Parce que nous sommes... Et le président Tshisekedi, je crois qu'il tient encore jusqu'ici bon. Parce que cette question, plusieurs années après, mixage, brassage, intégration, on a réussi à piéger les dispositifs de sécurité de la République pour infiltrer des gens qui ont des agendas rwandais et ougandais. Donc, c'est fini avec cette histoire-là. Mais si j'ai entendu le gouvernement dire nous allons traiter cas par cas, nous aussi nous suivrons cas par cas. Okay. Tout celui qui a le sang du Congolais, sa place, c'est auprès de la justice. Vous pensez que la diplomatie pourrait résoudre ce problème? Non, la diplomatie est tentée de résoudre le problème sur la perception de la crise que le Congo avait. Si on doit aller dans votre sens, c'est-à-dire arrêter tous ceux qui ont le sang de Congolais en main. Mais c'est ça la justice. Si un Américain est traqué quelque part, on gère justice pour lui, pourquoi on ne peut pas le chercher pour le Congolais? C'est le sens de la question. Donc pour nous, la question de la justice est non négociable. La question de la réparation est non négociable. La question d'intégration, de mixage et consorts sont des questions non négociables. C'est des acquis. Parce que nous avons tiré des leçons du passé. Nous avons vu ces hommes qui sont venus ici. Ils sont entrés dans l'armée. Demain, ils ont fui, ils sont allés. Pour encore faire la guerre, c'est devenu quoi? Un business? De tuer les gens? Non, nous n'allons plus accepter encore. Donc il faudrait utiliser les rapports de Fox? Je pense même que c'est là qu'on parle. Parce que lorsqu'on l'a donné tout le temps, les autorités de la République ont compris que dans les dispositifs de sécurité, l'ANR, les services de renseignement, les services de sécurité, la police et l'armée, même dans l'administration publique, il y avait des hommes et des femmes qui n'avaient rien à faire avec l'intérêt des Congolais, mais qui travaillaient pour les intérêts de l'extérieur. Ces hommes et ces femmes sont en train d'être dénichés. Si les gens le connaissent, qu'ils aillent le confier auprès des autorités compétentes, qui peuvent encore exploiter très scientifiquement ou bien, et s'assurer que ces gens... Alors, ces hommes et ces femmes ont fragilisé la position de la RDC sur le plan militaire. Okay. Et maintenant que ces hommes et ces femmes sont en train d'être dénichés, je crois que notre armée, moi j'ai encore confiance. C'est pourquoi je dis, je crois toujours à la solution congolaise. À la solution congolaise, parmi les solutions, il y a du côté opposition qui propose aussi, qui maintient d'ailleurs qu'il faut qu'il y ait un dialogue national inclusif. Vous n'êtes pas d'avis? Bon, le dialogue, moi je ne vois pas de problème. Question qu'on donne l'agenda. Quand on parle du dialogue, c'est vague. Il faut donner le contenu au dialogue. Dialogue sur quoi? Avec qui? D'abord, le côté. Il faut donner le contenu. Je ne refuse pas le dialogue. On voit aussi les Nanga, le Kabila. Bon, maintenant, nous allons discuter avec. Mais ils sont déjà en dialogue à Ottawa, en Suisse, je ne sais pas, ils étaient en Angola, ils sont aux États-Unis. Et ils sont déjà dans le dialogue. C'est quel dialogue autre on cherche? Ceux qui ont pris les armes sont déjà dans le dialogue. Où nous sommes exclus. Où l'opposition se voit exclue. Oui, oui. C'est comme ça que je dis. Ici, ceux qui sont dans le dialogue actuel, les forces armées, ceux qui ont pris les armes, sont dans le dialogue actuellement. On a exclu l'opposition, on a exclu la société civile. Il ne reste que notre dialogue à nous. Et le dialogue est en train de se passer. Donc on ne va pas les associer à ce dialogue-là. Nous allons seulement voir les éléments pour les apprécier et voir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. C'est tout. Aujourd'hui, comment qualifiez-vous, M. Jonas Chombela, l'attitude des politiques congolais? Je parle beaucoup plus du parti au pouvoir, l'UDPS, avec cette guerre ici et là. On voit Mbata, Kabouya, il y a des problèmes. Avant, c'était Kabouya et Bizibou. Aujourd'hui, Kabouya, Mbata, Peter Kazadi. Est-ce que le moment est approprié? Vous savez, moi, maintenant, je parle comme observateur de la vie politique des acteurs, des opérateurs politiques de notre pays. À ce titre-là, quand j'observe, je constate que ce parti est toujours comme ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui.
c'est un parti qui cohabite entre la tolérance et l'intolérance. Okay. Dedans, ils sont comme ça, ils finissent toujours par s'entendre. C'est eux qui nous dirigent. Ils finissent. Ce parti est toujours comme ça. Quand vous observez de près, ça n'a pas commencé avec eux. Mais c'est les Mbwakiem, c'est les Kibasa Maliba, c'est les Birindois. Quand vous voyez dans le passé, mais ces gens-là sont partis aussi comme ça. Dans les divisions, après, ils se réunissent. Et quand vous voyez l'actuel président de la République, c'est l'enfant de la grande famille qui est déjà parti. Mais il a récupéré autour de lui les enfants de ceux-là. C'est-à-dire pour continuer dans le même sens. C'est l'enfant de ceux-là. C'est-à-dire c'est un parti qui, dans l'apparence, donne l'impression d'être divisé. Mais lorsqu'il y a des problèmes d'intérêt communautaire de leur parti, vous les trouvez tous ensemble. Donc, moi, c'est de la distraction. Je risque d'apprendre ça comme de la diversion et je ne fais pas beaucoup attention. Je tolère ça parce que je me dis, ça fait partie de la santé démocratique. On ne doit pas être dans un parti diversion, État. Oui, mais pour endormir qui? Bon, ceux qui veulent le suivre. L'UDPS n'est pas un parti État. Okay. Il se réclame démocrate. La démocratie, c'est la cohabitation de contradictions. Pourquoi vous êtes scandalisé quand il y a des contradictions dans le parti? C'est ça la santé démocratique d'un parti. Le parti papa beau, maman beau, ça n'existe plus. L'UDPS n'a pas cette philosophie-là. Donc moi, je relativise, je comprends leur guerre, mais ce que je ne veux pas, qu'on arrive au devoir de fait. Okay. Qu'ils se contredisent, qu'ils se disent des choses, mais qu'on n'arrive pas de fait. Ce qui m'étonne aussi, que les divergences internes sont parfois exposées sur la place publique. À fragiliser ça, c'est leur manière de faire les choses, mais je pense que moi, je trouve ça normal que les gens se contredisent, mais lorsqu'ils en arrivent au de fait, c'est là que je regrette, mais je pense aussi qu'ils ne peuvent pas aller trop loin avec leurs contradictions, exposer leurs faiblesses sur la place publique. Voilà. Merci bien, Jonas Tchombela, merci d'avoir été de notre aujourd'hui, mais un mot de la fin par rapport à tout ce qui se passe actuellement et beaucoup plus à cette population qui croit en vous. Bon, ceux qui croient en nous, je pense à 3 ou 4 choses. La première chose, c'est la question de l'électricité. J'appelle toutes les Quinoises et Quinois de nous mobiliser comme un seul homme pour qu'on nous donne les services de qualité au niveau de la SNEL comme au niveau de la régie des eaux. Que les factures qu'on nous donne soient des factures réellement dont nous avons consommé un service de bonne qualité. À la question de la révision de la Constitution, j'appelle tous les Congolais. Je ne suis pas ici venu pour soutenir les uns comme contredire les autres, mais je suis venu ici parce que nous sommes dans la phase du débat pour encourager que ce débat aille plus loin. Et au niveau de la société civile, nous allons organiser très prochainement des tribunes d'expression, les tenants et de la révision et les non-tenants de la non-révision, pour que tous, du choc des idées, jaillit la lumière. Un consensus se dégagera dans l'intérêt supérieur de la nation. Maintenant, quant à la question des migrants, nous demandons au gouvernement d'intégrer dans le dispositif d'accueil la société civile, de publier l'accord qui a été obtenu avec les Américains. Les accords signés avec les Américains sur cette question. Signés avec les Américains pour qu'on arrive à cela. La question du dialogue, le dialogue doit être permanent, mais donnons-nous ce dialogue le contenu. Quittons le carcan des tribus, des messages de la haine, entrons dans le carcan de notre grande tribu qui est le Congo et nous serons tous vainqueurs. Que dites-vous de ces Congolais-là, parce que je suivi ça d'ailleurs tout à l'heure sur Internet, qui réclament votre voix au sein du gouvernement s'il y aura un prochain gouvernement d'ici là? Bon, moi je pense que s'il y a un gouvernement, ceux qui décident, ils doivent voir. Maintenant, vous sentez prêt? Je demande au président de la République de trouver des hommes et des femmes loyaux. Ils existent dans ce pays, qui sont loyaux à la nation congolaise, qui vont travailler pour l'intérêt du Congo, qui n'ont pas des agendas de l'extérieur. Ces hommes et femmes existent. Ils sont dans la société civile, ils sont dans les partis politiques, ils sont dans les églises. Il faut les dénicher. Nous n'avons pas besoin de flatteurs. On a besoin des hommes qui percent le problème et qui cherchent la solution. Maintenant, on n'a pas besoin des gens qui viennent apprendre. Le moment n'est-il pas venu pour que on ait un gouvernement réellement coriace, centré sur les intérêts du Congo. Le président vient d'un parti qui a une grande philosophie,
le peuple d'abord. Et c'est ce gouvernement qu'on attend. Ce sont les attentes. S'il y aura prochain gouvernement ou remaniement. Ça relève des prérogatives et des mesures discrétionnaires du chef de l'État. Merci beaucoup, Jonas Tchombela, d'avoir répondu à l'invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. Merci d'être passé. Merci également. Allez-y, allez-y. C'est moi qui vous dis merci. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis religieusement. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.